Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue chez Netafim France. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire de l'année où il va être question de la micro-irrigation, nos solutions micro-irrigation pour la pomme de terre. Donc, le déroulement va se faire en 4 chapitres. En premier, vous présenter qui nous sommes, pour ceux qui ne connaissent pas, Netafim. En deuxième, l'aspect agroéconomique qui sera présenté par notre ingénieur agronome qui est responsable du marché pommes de terre. En suivant, on abordera la partie technique consacrée sur la technique des produits et des dispositifs qui concernent l'installation d'une micro-irrigation sur la pomme de terre. Et nous finirons en répondant à vos questions, s'il y a des questions, on espère. Donc, on prendra le temps de répondre au maximum de questions. Donc, juste un petit rappel, on vous mettra à disposition la présentation. Si vous avez besoin de récupérer cette présentation, on vous l'enverra moyennant un questionnaire qu'on va vous envoyer en fin de présentation. Les questions se feront uniquement par écrit, puisqu'on n'a pas de micro ouvert pour cette session. S'il y a beaucoup de monde, c'est compliqué de faire autrement. Donc, posez vos questions par écrit. Au fur et à mesure du déroulement de la présentation, on essaiera de répondre en direct, suivant le temps imparti, parce qu'on a un temps très très court finalement. Voilà. Donc, nous allons démarrer la présentation. Je vais vous présenter Netafim France et Netafim Global dans le monde. Donc, Netafim, c'est un fabricant de solutions en micro-irrigation, leader mondial sur le marché de l'agriculture. Netafim, pour l'histoire, c'est l'inventeur du goutte à goutte en 1965. On est environ un peu moins de 5000 employés, répartis sur 30 filiales, où on travaille dans plus de 110 pays dans le monde. Donc la filiale France est située à côté d'Aix-en-Provence. Et sur le marché français, on est leader mondial aussi, leader sur le marché français avec 60% de part de marché, environ. Donc la filiale Netafim France, elle a été créée en 1990. Nous sommes une quarantaine d'employés qui gérons un réseau de distributeurs, de revendeurs de 300 distributeurs environ. On a ici 3000 produits en stock. Et pour vous donner une petite idée de notre diffusion de produits sur le marché français, on vend à peu près 60 millions de mètres de goutte à goutte chaque année sur le marché France. Voilà. Donc moi je suis Joël Lapic, je m'occupe du service développement qui est en charge des nouvelles régions et des nouvelles cultures. On considère, nous, que le marché de la pomme de terre en France, c'est un nouveau marché qu'on doit consolider, qu'on doit travailler un peu plus. Donc, on est focalisé sur ces approches, surtout sur la partie nord de France. Et donc, on a un objectif de diffuser nos solutions qui sont un peu nouvelles, qu'on doit faire découvrir via de l'information, comme aujourd'hui cette présentation. Donc, je vais laisser la place à notre ingénieur agronome, Francisco Bustamante. Bonjour à tous, je suis Francisco Bustamante, ingénieur agronome de Netafim France et responsable pour le marché de la pomme de terre. J'ai un petit accent du sud, pas de la France, mais de l'Amérique du Sud. Et du coup, j'espère que vous allez bien me comprendre. Aujourd'hui, on va parler de la pomme de terre. Alors, la culture de la pomme de terre, pourquoi l'irriguer? Là, je vais parler
pas de la micro-irrigation sur cette slide-là, mais du bénéfice de l'irrigation. La culture de la pomme de terre, c'est une culture très exigeante en eau, avec un faible système racinaire. Du coup, ça valorise beaucoup l'eau ou, inversement, ça pénalise beaucoup la sécheresse. C'est-à-dire qu'avec un apport d'eau entre 100 et 250 mm en France, il y aura des très grands gains en termes de rendement, des qualités, et principalement. Et c'est pourquoi on arrose. C'est quoi les objectifs d'irriguer la culture? Principalement, c'est augmenter les rendements. Comme je vous ai dit, selon les variétés, on peut augmenter entre 25 jusqu'à 50% ou un peu moins du rendement. Aussi, selon les années, évidemment, et selon la région. On peut régulariser la qualité des tubercules et pour mieux répondre aux exigences du marché. Les stress hydriques, on va voir des défauts de qualité, d'irrégularité des tubercules, des mauvaises contenus en matière sèche ou malformations. Il y a aussi une particularité pour le marché du frais, c'est une maladie qui s'appelle la gale commune, qui est une maladie de peau qui va pénaliser fortement le prix. Et dernièrement, comme on produit pour satisfaire un client, s'il y a de la sécheresse et qu'on n'arrive pas à produire, on n'arrive pas à satisfaire notre client et on a une perte commerciale, évidemment. Et juste un dernier mot pour ça, c'est qu'on est dans une tendance d'augmenter les besoins hydriques de la culture, notamment liés aux exigences climatiques. Et avant, dans une région où on faisait des apports de 100 mm, de plus en plus, on voit qu'avec une répartition et avec des canicules de plus en plus fréquentes, on doit augmenter les apports en eau. Qu'est-ce que c'est le goutte à goutte? Après, mon collègue va parler bien de la partie technique, mais moi, pour les principes agronomiques, je voulais dire que le goutte à goutte, c'est un système d'irrigation où on apporte de l'eau directement dans la zone racinaire et où on fait des petits apports très réguliers. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? C'est que la culture, elle est tout le temps en confort hydrique. On n'est jamais en excès hydrique ni en sécheresse. Et ça se transforme avec des résultats derrière, agronomiques. Et aussi, il y a une augmentation de l'efficience de l'arrosage parce qu'il n'y a pas d'évaporation, ni ruissellement, ni percolation. On va essayer toujours d'être au plus près de la capacité du champ du sol, et c'est-à-dire entre capacité au champ et entre 25 et 50% des points de fraîtrissement. Et donc, avec des apports, si on fait des apports type enrouleur, où on apporte 25 mm tous les 7 jours, on sera dans des périodes d'excès hydrique et dans des périodes de déficit hydrique. Lié à l'irrigation, il y a une pratique qu'on appelle la fertirrigation, que c'est le même principe de l'irrigation, de la micro-irrigation, du fractionnement, mais lié à la fertilisation. C'est-à-dire qu'on va injecter des engrais solubles ou liquides via le système d'irrigation avec les bénéfices d'apporter des éléments directement utilisables pour les racines, aussi au moment et au stade propice pour la culture. Quand on arrose, on fait des apports au champ, on a des risques de lixiviation s'il y a des grosses pluies, ou inversement, s'il y a de la sécheresse, il y a des produits qui se volatilisent. Avec la fertilisation, on va éviter cette perte et du coup avoir une efficacité d'utilisation des engrais plus importante. Encore une fois, on est sur les concepts d'avoir une flexibilité des apports et une précision. Quels sont les avantages du goutte à goutte? Alors, on peut les diviser en avantages agronomiques. Comme je vous ai parlé tout à l'heure,
le sol et la culture est toujours avec un balance eau, air et sol optimal, c'est-à-dire que les racines ils sont toujours de l'eau, mais aussi de l'air nécessaire pour la respiration. Le goutte à goutte peut s'adapter à tout type de sol. Là, je pense à des sols légers, avec une faible rétention d'eau. On peut faire des petits apports fractionnés pour pouvoir toujours fournir l'eau nécessaire à la culture. On peut apporter de l'engrais de manière plus efficiente. Et aussi, on ne mouille pas les feuilles et ça engendre des développements des maladies et des feuilles moindres que si on le mouillerait. Et on a une uniformité d'irrigation dans la parcelle. Du coup, on a une homogénéité dans tout le contour de la parcelle. Et en termes opérationnels, on va avoir besoin de la main-d'œuvre au début de la saison pour l'installation du goutte à goutte, post-plantation, et pour la fin, pour enlever le goutte à goutte. Mais pendant la saison d'irrigation, c'est une pratique totalement automatisable ou qui a besoin de simplement ouvrir une vanne. Du coup, on peut avoir des gains de main-d'œuvre ou dans les endroits où bouger ou faire tourner un enrouleur, ça nécessite du temps si on est sur des parcelles éloignées ou si on doit faire des saisons d'apporter beaucoup d'eau où il y a beaucoup de tours d'enrouleur, on va économiser de la main-d'œuvre. Dernièrement, et non moins important, c'est que c'est une pratique en face aux problématiques actuelles. C'est une pratique économe ou non. On a vu dans nos essais et dans l'expérience de terrain qu'on économise autour de 20%. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins, vis-à-vis d'un rouleur. Ça peut engendrer des manières pour être labellisé sous des labels environnementaux, type haute valeur environnementale. Aussi, toutes nos solutions, on travaille avec des solutions de recyclage. Et dernièrement, c'est un système discret où, quand on arrose, on n'enfuit pas de l'eau de partout ni sur la route. Pour quel type de solution proposer pour les marchés, pour les différents débouchés des pommes de terre, on a spécifié deux selon le débouché, soit pour la pomme de terre du frais, soit pour la pomme de terre industrie ou de plant. Et pour de la pomme de terre du frais, on a une exigence qualitative des présentations, notamment des qualités des pots. C'est pourquoi on préconise poser le goutte à goutte sur la butte, infutée de 30 cm ou plus. Et ça, c'est notamment pour contrôler cette maladie que vous avez déjà citée, la gale commune, au moment de la tuberisation, et avoir une bonne humidité et restreindre le développement de cette pathogène et contrôle la gale. C'est pour ça qu'on pose le goutte à goutte paroi fine sur la butte, avec un écartement, avec un goutteur tous les 40 cm, avec un débit le plus faible possible pour des avantages ergonomiques et techniques et hydrauliques. Pour la pomme de terre industrie et pour la pomme de terre du plant, on n'a pas cette contrainte ou cette besoin d'avoir une qualité des pots parfaite et on peut avoir une gaine de goutte à goutte, une ligne de goutte à goutte tous les deux rangs, tous les deux buts, soit au fond de but, soit si on travaille dans une pratique en phobillon, par exemple, on le met en sommet de but, si c'est en forme de M, sur la partie haute, pour avoir une meilleure diffusion d'eau. Et en ce moment-là, on peut utiliser du goutte à goutte paroi épaisse et avec des goutteurs autorégulants qui sont plus flexibles au niveau de topographie, avec encore un faible débit et un écartement très hauteur un peu plus important pour avoir une bonne diffusion d'eau. Un point très important à mentionner, c'est la mécanisation. Quand j'ai parlé tout à l'heure de goutte à goutte paroi fine pour le marché du frais, on a des machines qui font entre 2, 4 et 6 rangs pour la pose. Et ces machines-là, ils ont une efficience de travail de 1 hectare à l'heure à peu près à 2 personnes.
Ces données-là, c'est très variable selon le type de parcellaire, évidemment, et la taille de la machine. Pour enlever le goutte à goutte, on a ces machines que vous voyez à droite, avec à peu près la même efficacité en termes de temps. On enlève une hectare de goutte à goutte à 2 personnes tous les heures. Et ça qui nous donne à la saison un temps de travail entre 8 et 12 heures de travail, avec les raccordements, avec la pause, l'enlèvement et faire tourner le goutte à goutte. Pour la paroi épaisse, on travaille avec des tourelles métalliques, avec des tourelles métalliques et différentes machines, mais comme on utilise un rang de goutte à goutte et une ligne de goutte à goutte tous les 2 rangs, les temps de pause et d'enlèvement sont similaires à celles de la paroi fine. C'est-à-dire qu'on va investir entre 8 à 14 heures par an, par hectare, pour le fonctionnement, la pause et le raccordement. Je vais finir pour parler de quelques exemples qu'on a fait l'année dernière déjà. En Champagne, pour le marché du frais, on a travaillé avec un producteur pour pouvoir arroser plus de surface avec la même ressource. C'est un producteur irrigant qui arrose à l'enrouleur, qui voulait augmenter la surface irrigable. Du coup, il a diversifié et installé des gouttes à gouttes parallèlement à ces systèmes d'enrouleur. Et il a arrosé 25% plus de la surface avec la même source en eau. Et aussi, il est sur une démarche environnementale. Et dernièrement, il étale les besoins de main-d'œuvre tout le long de la saison, c'est-à-dire qu'il commence par la partie goutte à goutte après la semis. Pendant la saison d'irrigation, il travaille avec les enrouleurs et sur la fin, il revient sur le goutte à goutte. En Champagne, avec une saison relativement chaude, il a fait 250 mm d'apport d'eau à l'enrouleur et 200 mm avec le goutte à goutte, c'est-à-dire une économie de 25%. Lié à cet apport d'eau, il y a la main-d'œuvre. Du coup, il a économisé 30% de main-d'œuvre chez le goutte à goutte. Et en plus, l'injection de phytosanitaires ou l'application des produits phytosanitaires chez l'enrouleur est systématique jusqu'à chaque passage des tours d'enrouleur. Ce n'est pas le cas chez le goutte à goutte. Du coup, il a économisé des produits phytosanitaires autour de 10%. Et voilà à quoi ça ressemble une parcelle. De côté gauche, on voit la filtration avec les sondes et l'automatisme à gauche. Et à droite, on voit le goutte à goutte. Et aussi dans l'Aisne, on a travaillé en partenariat avec Yara et aussi avec de l'aide de Meyer pour comparer le goutte à goutte avec l'enrouleur et avec la pratique de la fertilisation sur une variété à chair ferme qui s'appelle Jazzy. Et on a eu des bons résultats avec une augmentation de rendement de 6% chez le goutte à goutte, avec un tout petit peu de calibre de plus pour le goutte à goutte. Mais aussi, on a économisé 25% d'eau, c'est-à-dire que chez l'enrouleur, c'était 140 mm et le goutte à goutte, 110 mm. Et pour finir, on peut avoir une efficacité de l'utilisation d'eau de plus de 35% parce que pour produire 1 tonne de pommes de terre avec le goutte à goutte, on a besoin de 31 mètres cubes. Et pour produire 1 tonne de pommes de terre avec l'enrouleur, on a besoin de 42 mètres cubes. Voilà la station de filtration avec la station d'injection d'engrais. Et à droite, vous pouvez voir un produit qui s'appelle le FlexNet où c'est une nourrice où on va venir se brancher avec des inserts pré-serrés d'usine. Pré-insérés, je crois que ça se dit. Voilà. Pour finir ma partie, je peux conclure que le goutte à goutte, il s'adapte à tout type de production, c'est-à-dire industrie, plan,
ou frais, où on va proposer des solutions différentes adaptées aux besoins spécifiques des cultures. On a besoin de la main-d'œuvre et de la mécanisation à deux parties clés de la culture, mais après, le fonctionnement, c'est automatisable. Et une chose très importante, c'est faire une bonne gestion de l'arrosage et de la fertilisation pour avoir les bons fractionnements. Voilà pour moi, si vous avez des questions. Oui, Francisco, on a quelques questions auxquelles tu as plus ou moins répondu, mais par exemple, David qui demande quel est l'impact sur la réduction des doses en phyto en pourcentage, grosso modo. Voilà, là, je vous ai dit, on a eu un exemple cette année de 10% de réduction des engrais phytosanitaires vis-à-vis d'un rouleau. Ensuite, donc on nous pose la question aussi, quelle est la part de marché de Netafim sur le marché pommes de terre? Je suppose qu'on parle du marché micro-irrigation par rapport aux enrouleurs. Donc aujourd'hui, on est dans une phase de conquête du marché. Oui. On commence à travailler depuis peu sur ce marché-là. On a donc certainement une part de marché qui est très très faible, mais elle grandit par les demandes et par les essais qui sont faits, la mise en place de produits. On suppose peut-être qu'on n'a que 2%, 3% de part de marché. Aujourd'hui, de loin, la méthode principale d'arrosage, c'est l'enrouleur. Je dirais, sans être trop conservateur, que c'est plus de 90%. Mais le contexte actuel ne favorise pas ce développement-là. Et il y a un contexte qui nous fait réfléchir à des autres alternatives d'arrosage, comme la micro-irrigation. Okay. Ensuite, pour la partie distribution, en distribution sur la partie nord de la France, on a démarré un partenariat avec la COP Unéal et ses filiales, on va dire, qui concernent l'irrigation, donc la société Verag et la société Casa, donc qui vont distribuer nos produits. Il y a aussi la société Macron qui est implantée depuis plusieurs années, qui lui a fait du marché pommes de terre en micro-irrigation depuis plus de 20 ans maintenant, qui s'appelait Rugbush avant, la société Rugbush. On a des intervenants comme Michael Lesage, et un peu plus au sud, on va dire, de côté de la Marne, plutôt le 02, c'est la société Pépimat qui a été rachetée par un de nos partenaires qui est basé sur Perpignan et qui a de grandes ambitions aussi pour cette région-là. Donc on est en train de mettre en place, d'étoffer cette partie distribution et on espère qu'elle sera très vite opérationnelle pour nos solutions. Il y avait aussi une autre question, c'était par rapport, alors je vérifie, peut-on baisser la dose de phosphore ou azote si on localise via fertirrigation par rapport aux apports faits en plein? C'est un sujet qu'on est en train d'évaluer. Honnêtement, on n'a pas la réponse aujourd'hui. Cette année, avec Yara, le principe c'était de partir à isodose, d'utiliser les mêmes quantités, les mêmes unités de phosphore, d'azote et de potasse qu'en conventionnel. Mais c'est une piste de travail où on peut essayer d'avoir le même résultat agronomique avec des moindres unités vis-à-vis à la meilleure efficience d'utilisation des engrais. Oui. Alors, on va traiter une dernière question. Après, on finira peut-être après la présentation technique, mais là, on pose la question, avez-vous fait des calculs au niveau économique, prix d'achat en rouleur versus goutte à goutte, pour comparer les gains économiques ou le retour sur investissement? On peut répondre que oui. Bon, c'est un sujet qu'on peut aborder ou peut-être qu'on enverra des documents qui sont détaillés là-dessus, qui permettent de voir, de comparer un investissement, achat et retour sur investissement. Selon notre calcul, à l'investissement et en coût de réaction, on se situe un peu plus cher par rapport à l'investissement de l'enrouleur. Mais ceci dit,
avec une augmentation entre 5 et 10% de rendement et ou une amélioration de la qualité, si on produit 2 tonnes de plus, 100 tonnes de plus ou 10 tonnes de plus selon le type de bouchées, on rentabilise très facilement le système d'irrigation. Ok. Encore une dernière question, puis après on va passer à l'autre. Quelle est la durée de vie d'une installation goutte à goutte pérenne? Ok, du coup, pour ces calculs économiques, par exemple, comme je vous ai dit, on amortissait tous les éléments à 10 ans, sauf la partie des tuyaux souples FlexNet qu'on l'amortissait sur 7 ans. Ceci dit, on a des retours de terrain où les producteurs ils utilisent pendant 20 ans avec des de la maintenance appropriée, c'est-à-dire injection d'acide s'il y a des eaux calcaires, où on peut utiliser pendant 20 ans. Nous, pour nos calculs, on les a fait pour 10 ans. Voilà, je vais laisser du coup la parole à Christophe. On continuera les questions à la fin. Bonjour à tous. Alors, je me présente tout d'abord, je suis Christophe Derbez, je suis en charge de l'équipe technique chez Netafim France, en charge donc forcément des produits et également des applications inhérentes à ces produits, et notamment sur ce marché de la pomme de terre qu'on va détailler dans les slides qui suivent. Et on va rentrer dans le détail de l'aspect technique, des produits et du système d'irrigation localisé tel qu'il doit être constitué pour répondre effectivement à la demande. Moi, je vais partager ma présentation en 3 grandes parties. Je vais commencer par vous rappeler et vous présenter les composants du réseau d'irrigation localisé et ses particularités par rapport à son application dans l'irrigation de la pomme de terre. On verra assez rapidement quels sont les émetteurs d'eau particuliers qu'on utilise dans cette culture de la pomme de terre, quelles sont leurs caractéristiques, comment on les choisit, pourquoi on les a déterminés pour telle ou telle application, l'application frais ou l'application industrielle et plan. Et ensuite, je terminerai un petit peu sur l'aspect étude hydraulique pour vous montrer comment on appréhende dans son ensemble la demande d'un client sur le marché de la pomme de terre et comment on y répond par l'intermédiaire d'une étude hydraulique qui aura pour but de déterminer le produit et de dimensionner correctement l'application pour répondre efficacement en termes de performance d'irrigation et bien sûr d'économie inhérente notamment aux intrants et à l'exploitation de ce système. Alors pour commencer, ce que vous avez à l'écran, c'est tout simplement une petite schématique qui vous montre un petit peu les composantes principales d'un réseau d'irrigation localisé. Alors pour la pomme de terre, on est aussi sur des systèmes relativement classiques. On retrouve les grands composants qu'on peut avoir sur d'autres cultures, sur lesquels on a effectivement beaucoup d'expérience. Évidemment, on démarre toujours d'une source en eau, qui peut être une source en eau d'eau souterraine, issue d'un forage, ou alors tout simplement une eau de surface, une retenue collinaire, un réservoir ou un canal. Évidemment, on va dimensionner différemment la station de tête selon la nature de la source en eau, puisqu'on est susceptible de devoir filtrer l'eau de façon à ce qu'on puisse tout simplement la mettre en forme pour qu'elle soit tout simplement adaptée aux émetteurs d'eau qu'on va utiliser derrière. Donc ces filtrations, ça peut être de la filtration à sable, de la filtration à disque, de la filtration à tamis, et à chaque fois, on va utiliser l'une de ces 3 technologies selon le cas de figure, c'est-à-dire selon la nature de la source en eau. On va systématiquement utiliser un compteur qui permettra de vérifier la consommation horaire ou journalière en eau sur le système d'irrigation et de pouvoir justement efficacement gérer la gestion de cette ressource en eau. Et puis on va trouver, comme on l'a vu tout à l'heure sur les images, des systèmes de fertilisation qui vont permettre d'apporter dans cette eau d'irrigation bien une dose de fertilisant adaptée, par exemple, au stade phénologique, pour apporter vraiment les bons constituants au bon moment et bien doser finement cette fertilisation. Cette station de tête peut être effectivement à proximité des parcelles irriguées, où il peut y avoir une certaine distance qui les sépare. En général, on relie les 2 parties par ce qu'on appelle une ligne principale d'irrigation, qui doit être effectivement dimensionnée correctement également. Et puis, à la suite de cette ligne d'irrigation, on va trouver des secteurs irrigués. Alors, un secteur est toujours constitué par des vannes de sectorisation qu'on est capable d'associer entre elles, ou alors de faire fonctionner de façon séquentielle, pour pouvoir tout simplement apporter la dose à chacune des parties ou à chacune des parcelles qui composent l'exploitation. On le fait via ces vannes de sectorisation
on verra un petit peu plus loin qu'elle peut peut-être commander à distance pour effectivement gérer finement son irrigation. On va trouver des peines d'alimentation qui sont donc reliées tout simplement au réseau d'irrigation goutte à goutte. Alors on a vu tout à l'heure, un pen ça peut être du FlexNet, c'est-à-dire un produit en polyéthylène souple muni d'inserts sur lesquels on va fixer les lignes d'irrigation. On appelle ça des latéraux, les latéraux d'irrigation, ils sont ici. Ce sont les lignes de goutteur. Et éventuellement, au bout de ces lignes de goutteur, on peut utiliser ce qu'on appelle un collecteur de purge qui permet tout simplement de collecter l'eau et de façon régulière permet à l'utilisateur de purger ces fins de ligne pour évacuer les particules qui se sont accumulées en fin de ligne de goutteur. Alors on l'a vu tout à l'heure, la particularité d'une installation pomme de terre, c'est que justement on va s'adapter à ces deux grandes catégories de segments de marché, que sont la production de frais ou la production industrie et plan. Et donc ça veut dire que sur les parcelles, on va adapter bien sûr à la fois le butage et la façon de positionner la culture sur la parcelle, mais également bien sûr le goutte à goutte que l'on va utiliser et la façon dont on va le positionner par rapport à la culture. Alors ce qu'il faut retenir d'un point de vue technique, c'est qu'on va avoir recours à deux typologies de goûteurs, soit des goûteurs dits turbulents, c'est très classique sur le marché mondial, c'est pas seulement chez Netafim qu'on trouve des goûteurs à technologie turbulents, et on va détailler cette technologie dans quelques instants. Et on a aussi des goûteurs autorégulants, qui sont des goûteurs apparus plus récemment, sur lesquels Netafim on va dire, a apporté sa grosse contribution technique en ayant développé une large gamme de produits. Et ce sont des produits un petit peu plus performants qu'on destine, vous le verrez un petit peu plus loin, à un segment de ce marché. Rentrons dans le détail de cette technologie de goûteur. Commençons par le goûteur turbulent. Alors, comme vous le voyez sur la petite vidéo, un goûteur, c'est toujours constitué d'un labyrinthe. Un labyrinthe avec des petites dents acérées, entre lesquelles l'eau va circuler. L'objectif, c'est de freiner le passage de l'eau, de créer des turbulences, donc des freins, pour maîtriser le débit du goûteur qui va donc diffuser cette eau, bien sûr à des écartements définis, et de la façon la plus homogène possible. Donc un goûteur, c'est d'abord un labyrinthe, et l'efficacité d'un goûteur, c'est d'abord la précision de fabrication de ce labyrinthe. Alors la particularité des produits Netafim, même pour ces produits-là qui sont montés sur des tubes polyéthylène parois minces, de 150 ou 200 microns, c'est que les goûteurs sont injectés. Ça s'appelle de l'injection plastique, c'est-à-dire que l'on va fabriquer les goûteurs par presse à injecter plastique, avec une précision extrêmement élevée, et ces goûteurs sont ensuite positionnés, collés, soudés, à intervalles réguliers, dans la ligne polyéthylène, pour pouvoir apporter cette eau, cette irrigation, de façon homogène tout au long de la ligne. Autre particularité qui est tout simplement liée à la façon dont on fabrique ces goûteurs, par l'injection plastique, c'est qu'on va tout simplement réussir à prendre l'eau au centre du flux, au centre de la ligne, et non pas sur sa périphérie, parce que sur la périphérie, c'est une zone un petit peu difficile, c'est là où les particules s'accumulent, et ont tendance éventuellement à venir colmater les goûteurs. Donc nos goûteurs injectés ont justement cette particularité, tout d'abord d'avoir des petits préfiltres qui sont fabriqués grâce à l'injection plastique et qui les protègent, mais aussi de capter l'eau à un endroit du tube qui est préférentiel, plutôt au centre du tube, là où les particules ne se sont pas accumulées. Donc le goûteur qui est présenté ici, par exemple, c'est un goûteur turbulent, ça veut dire qu'il va développer 0,7 litres/heure à 1 bar de pression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pression est bien évidemment l'énergie qui permet de véhiculer l'eau au travers du labyrinthe. Et au fur et à mesure qu'on se déplace de goûteur en goûteur, le long de la ligne d'irrigation goutte à goutte, eh bien évidemment, on perd de l'énergie, on perd de la pression par frottement. Ce que vous avez ici à l'écran, c'est une petite courbe qui montre cette variation de pression le long de la ligne. Par exemple ici entre P2 et P1, ça peut imager la variation de pression qu'on peut avoir entre le début de la ligne et la fin de la ligne d'irrigation goutte à goutte. Eh bien évidemment, quand on est en goûteur turbulent, eh bien, on va avoir une variation de débit. Une petite variation de débit qui correspond en réalité à la variation de pression le long de la ligne et qui fait qu'on peut avoir ensuite une hétérogénéité d'irrigation. Tout le jeu va donc constituer, quand on définit ces produits, quand on les dimensionne, à faire en sorte que la variation de pression le long de la ligne ne soit pas trop importante, de façon à ce que la variation de débit soit tout à fait maîtrisée. Pour vous donner un exemple ici,
pour une variation de pression le long de la ligne, c'est-à-dire entre le pen d'alimentation qui se trouve ici et puis la fin de la ligne qui se trouve ici, eh bien, si on a 20% de variation de pression, par exemple, si on démarre à 1 bar ici et qu'on termine à 800 grammes ici, à 0,8 bar, eh bien, on va avoir une variation de débit de 10%. Ce qui permet en termes agronomiques d'avoir une bonne homogénéité d'irrigation. Et donc, on peut imaginer derrière que la culture va profiter de cette bonne homogénéité d'irrigation. Ça veut tout simplement dire ici qu'on aura bien dimensionné le système. Quand je dis dimensionné, ça veut dire qu'on a choisi des goutteurs bas débit, parce que du coup, ça permet de transporter moins d'eau et générer moins de pertes de charge. Qu'on a dimensionné le diamètre du tube. On a le choix entre du 20, du 22 et du 16. On a donc dimensionné le tube pour cette application, pour réduire la perte de charge. Et on a donc constitué tous les secteurs irrigués, et donc je veux dire par là les longueurs de ligne, de façon à rester dans ce cahier des charges-là et être homogène. Mais, vous l'avez tous compris, hein, et on peut le rappeler ici, on a cette variation tout simplement de débit qui est liée à cette variation de pression. On est sur un goutteur dit turbulent. Où est-ce qu'on destine ce produit turbulent, qui chez nous s'appelle le Streamline X? Eh bien, on le destine à la solution pour le marché du frais. Comme vous le voyez sur la slide ici, dans cette application, on a une ligne goutte à goutte par ligne de culture. Donc ça veut dire qu'on a une densité de goutteurs par rapport à la surface à irriguer qui est très importante. Donc on a besoin d'avoir un produit qui est performant, mais qui est aussi économiquement viable par rapport à la densité importante de goutteurs que l'on va installer sur la parcelle. Eh bien donc le goutteur turbulent Streamline X est tout à fait adapté à cette application. On installe en général des gouteurs Streamline à écartement 0,30 ou 0,40 selon la nature du sol, bas débit, idéalement 0,35 voire 0,72 litres/heure à 1 bar, à quelques centimètres sous la surface pour le bloquer. La paroi est fine, 150 ou 200 microns, et on va avoir une ligne d'irrigation goutte à goutte turbulent par ligne de culture. Voilà donc la première catégorie de produits, les produits turbulents. Et sur la pomme de terre, on utilise donc le Streamline X, bas débit, qui est le produit donc Netafim, qu'on utilise habituellement en maraîchage, et donc particulièrement bien adapté à l'irrigation de la pomme de terre. Il existe également une autre catégorie de produits chez Netafim. Vous le voyez à l'écran, on a également dans ces gouteurs-là, dits autorégulants, un labyrinthe, mais on a en plus ce qu'on appelle une membrane, et une membrane qui va se déformer. Quel est l'objectif de cette membrane? C'est tout simplement d'être capable, même lorsqu'on a une très grosse pression et une grosse variation de pression le long de la ligne, de permettre de s'adapter et de modifier la section de passage au travers du goutteur pour maîtriser le débit. Par exemple, ici, dans ce goutteur Uniram 1,6 litre, même si on a jusqu'à 4 bars de pression en début de ligne et seulement 0,5 bars en fin de ligne, on aura 1,6 litre, c'est-à-dire un débit nominal constant sur tous les gouteurs de la ligne. Et ça veut dire qu'on va avoir une homogénéité quasiment parfaite. Ici également, les gouteurs sont injectés et positionnés de façon à prendre l'eau au centre du flux. On n'est pas sur une technologie dite cylindrique qu'on peut avoir chez certains concurrents, qui est plus ancienne. On est sur une technologie de gouteurs insérés, injectés, qui prennent l'eau au travers d'un pré-filtre au centre du flux, là où l'eau est la plus propre et la plus intéressante. L'avantage que ces produits autorégulants apportent, si l'on reprend la courbe qu'on voyait tout à l'heure, c'est que pour une variation de pression le long de la ligne, qui peut être ici beaucoup plus grande que tout à l'heure, on voit qu'on peut démarrer à 4 bars ici et terminer à 0,5 bars ici, eh bien on va avoir pratiquement zéro de variation de débit le long de la ligne. On va être vraiment au débit nominal pour lequel le produit a été sélectionné. Exemple, si on prend du 1 litre/heure pour la pomme de terre, voire du 0,6 litre/heure, eh bien dans cette plage de pression ici, on aura toujours le même débit. On sera donc sur une irrigation parfaite. Et ça, c'est tout à fait intéressant, surtout si on a des très grandes longueurs de ligne et une topographie difficile. Alors l'application, elle est toute indiquée, elle est toute trouvée. C'est l'industrie du marché, enfin le marché de l'industrie et du plan, où ici, on peut avoir des très grandes lignes et on a besoin d'avoir une bonne homogénéité d'irrigation parce qu'on n'a qu'une seule ligne d'irrigation pour 2 lignes de culture. Et là, donc, ça veut dire qu'on est moins apte à pardonner une variation de débit sur une installation comme celle-ci. On a besoin d'un produit premium pour réussir à faire cela. L'autre avantage également, c'est qu'on est ici sur un tube paroi épaisse. Et cette paroi épaisse permet de supporter plus facilement des pauses
et ensuite des récupérations sur plusieurs années. Et ça permet d'avoir effectivement un concept plus industriel en termes d'approche terrain et un produit tout à fait adapté. Alors, ça c'est très bien, voilà les produits. Après, il peut y avoir évidemment la difficulté à sélectionner le bon produit, le dimensionner correctement par rapport à l'application. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des topographies très prononcées, on peut avoir des grandes lignes, on peut avoir une combinaison de facteurs qui fait que la sélection des produits va être assez compliquée. Pour faire ça, chez Netafim France, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur des études hydrauliques. On a une conception en fait spécifique qui est assistée par ordinateur avec un logiciel dédié dans lequel on va pouvoir tout simplement utiliser la topographie qui existe sur le terrain et bien sûr on rentre le contour parcellaire. Et la combinaison des deux va nous permettre de réaliser des dimensionnements assistés par évidemment l'ordinateur pour des calculs très rapides et obtenir après de nombreuses itérations la solution la plus opportune. Exemple ici, vous voyez le résultat d'une étude, c'est un plan en fait, un plan ici 2D qui vous montre en vue de dessus les parcelles, la topographie et l'installation d'irrigation. Vous voyez qu'on a pris en compte les courbes de niveau avec tout simplement la topographie ici. On a des éléments hydrauliques remarquables, on a dimensionné les vannes, le primaire, on a dimensionné les lignes goutte à goutte, toutes les composantes du réseau d'irrigation. Bien sûr, on a fait le design hydraulique des parcelles irriguées, donc on a implanté le goutte à goutte sur la parcelle et on a dimensionné ce goutte à goutte. Par exemple, le logiciel peut nous dire que le Streamline 22 est plus indiqué à tel ou tel endroit plutôt que le Streamline 16, puisque ici c'est un dimensionnement de Streamline. Et on peut avoir également tous les éléments qui sont liés au goutte à goutte et la pluviométrie obtenue sur la parcelle, en tout endroit de la parcelle. Alors c'est nécessaire, parce que la complexité de chaque application parfois peut pousser à devoir faire ce dimensionnement fin pour garantir l'efficacité, la performance du système. Les études sont garantes de meilleurs compromis efficacité sur coût. Elles aident à la sélection des émetteurs d'eau et de façon plus large au bon dissolution du reste de l'installation et bien sûr au final de la bonne gestion globale de l'irrigation. On va le voir juste après, puisqu'on va créer des zones et des postes à irriguer, donc des tours d'eau. Et en fait, au-delà de l'aspect dimensionnement des produits, ce que l'on va obtenir, c'est vraiment une conception pour l'aspect pilotage de l'irrigation. On va connaître toutes les données d'irrigation, la pluviométrie théorique qui est obtenue par le système, à l'hectare, calculée par le débit, l'écartement entre goutteurs et l'écartement entre rangs. On peut rentrer un besoin journalier, qui est lié bien sûr à la météo de la parcelle, la demande climatique liée à la parcelle, et on va pouvoir calculer comme ça les durées d'irrigation par poste. Vérifier que tous ces postes, une fois tous irrigués, on est bien dans une durée de 24 heures, on est bien inférieur à la durée maximum de 24 heures, et on va donc pouvoir connaître la durée totale d'irrigation et voir si effectivement on est bien inférieur à 24 heures. Et ça c'est extrêmement important si on décide au-delà de ce dimensionnement d'avoir également un pilotage de l'irrigation par des outils que sont les outils de contrôle. Alors ce que vous avez à l'écran, c'est un outil qu'on appelle NetBeat chez Netafim, qui est vraiment ce qu'on fait de mieux en termes de contrôle de l'irrigation. Mais en fait, on a un programmateur, vous le voyez ici au centre des parcelles, capable de dialoguer avec des transmetteurs qui sont placés en fait sur la parcelle de façon intelligente et reliés à des vannes et à des capteurs. Et qu'est-ce qu'on fait avec un système comme celui-là? Eh bien, on est capable de gérer les durées d'irrigation par poste et regarder avec les capteurs de monitoring, les capteurs d'humidité du sol par exemple, ou des capteurs de débit, voir comment effectivement l'irrigation est apportée sur le terrain et gérer tout ça, gérer pour optimiser, observer pour optimiser, enregistrer pour prendre de meilleures décisions. Le programmateur qui est ici peut dialoguer via Internet avec l'utilisateur, avec l'exploitant, qui reçoit des informations sur interface smartphone ou le PC de bureau, et il peut prendre des décisions dans le but d'optimiser son irrigation. On peut également, tout simplement, gérer finement la ferti-irrigation. Donc on va être capable de changer des paramètres au fur et à mesure de la saison, au fur et à mesure des années où on acquiert de l'expérience, pour venir optimiser tous les intrants, les fertilisants, l'eau, et maximaliser l'irrigation, et être du coup assez performant, et apprendre également
sur son système, apprendre à améliorer son système et améliorer son irrigation en général. Voilà pour la présentation. Je pense qu'on a sûrement peut-être des questions auxquelles on va pouvoir répondre. Oui, on a pas mal de questions. Très bien. Donc on va les reprendre. Concernant tout ce qui est technique, peut-être qu'on a oublié quelques questions qui sont liées. Je pense que pour la partie de agro, on nous demandait quelles étaient les contraintes pour la démarche bio, par exemple, la VE, s'il y a des... En fait, je me commence. On va laisser un petit peu de place. Alors, principalement, pour la partie bio, il n'y a pas de contraintes. On va voir un meilleur comportement vis-à-vis aux maladies, comme j'avais dit, et aux réductions des adventices. Après, il faut s'adapter aux pratiques de desherbage mécanique. On peut enterrer sur le marché du frais, quand on met le goutte à goutte sur la butte, on peut l'enterrer un peu plus profondément, c'est-à-dire entre 5 et 7 cm. Et voilà. Ok. Juste pour finir, il y a encore aussi des produits adaptés, homologués en agriculture biologique et des engrais pour passer via le goutte à goutte. D'accord. Ensuite, on passe sur la partie technique plutôt. On nous demande quelle est la différence entre un goutteur injecté et le système T-tape. Alors, dans le système T-tape, c'est ce qu'on appelle de façon un peu générique la gaine. Et la différence, elle est technique, c'est-à-dire que le goutteur et son labyrinthe, dans la technologie gaine, sont fabriqués avec le polyéthylène qui constitue la paroi du goutte à goutte intégré. On vient souder en fait les deux parois pour constituer le labyrinthe. Ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, il est essentiellement économique, puisqu'on a très peu de matières premières, donc on a quelque chose qui est assez basique en termes de coût de revient. Par rapport à un goutteur injecté, on a le défaut de ne pas avoir un labyrinthe précis. La technologie injectée, ça permet d'avoir en plasturgie quelque chose de très précis, des dents qui sont très acérées, des labyrinthes très précis et aussi exactement les mêmes, identiques les uns par rapport aux autres. Donc la particularité, c'est qu'on va avoir un produit hautement qualitatif, avec un labyrinthe plus résistant au colmatage, plus performant, qui ne se dilatera pas avec les variations de température et qui offrira sur la durée une meilleure performance. Voilà essentiellement les avantages. J'en ai un petit peu parlé aussi. L'aspect décalage de l'entrée d'eau par rapport au goutteur, le fait que le goutteur soit injecté, qu'il soit un petit peu plus large que les gouteurs qui sont constitués dans la paroi fine, on peut avoir une prise d'eau à un endroit où l'eau est plus propre, c'est-à-dire au centre du flux. Et en plus, on a un préfiltre en général qui est beaucoup plus performant, qui existe par rapport à la technologie des gaines et des parois fines gaines. Okay. Autre question, les gouteurs autorégulants sont-ils plus sensibles au bouchage? Non. Alors, la raison, elle est assez simple. D'abord, la pression qu'on est capable d'appliquer sur un goutteur autorégulant, particulièrement en paroi épaisse, est beaucoup plus importante. Ce qui fait qu'il y a une dynamique d'écoulement qui est supérieure au goutteur turbulent. Et l'autre avantage, c'est que la membrane, lorsqu'elle est dynamique, le système est bien conçu, la membrane, lorsqu'il y a un début de colmatage, elle va libérer un peu plus le passage d'eau et elle va augmenter le débit pendant quelques secondes, le temps de récupérer un différentiel de pression plus normal, et elle va donc avoir un effet auto-nettoyant. Et aujourd'hui, on le sait par expérience, les gouteurs autorégulants offrent une résistance même supérieure à des gouteurs turbulents en termes de colmatage, pour ces raisons que je viens d'expliquer. Ok. Autre question, donc il y en a deux qui se ressemblent un peu. Pourquoi le goutteur autorégulant sur le marché industriel et pas sur le frais, et inversement, pourquoi on utilise la gaine sur le marché du frais plutôt que du goutteur pérenne? Ok. Première chose, j'ai commencé tout à l'heure à expliquer un petit peu la différence. Il faut se rappeler qu'un goutteur autorégulant, c'est un goutteur premium, d'abord. Donc, il coûte plus cher à fabriquer. Donc, évidemment, il est vendu plus cher. Et comme dans l'industrie du frais, on a une grande densité de gouteurs par la surface de culture, on se retrouve avec un compromis qui est un peu moins favorable. Du coup, et l'autre explication, c'est qu'on a plus de gouteurs par unité de surface. Donc on se retrouve avec, on va dire, un équilibre entre la technique et le retour sur investissement qui est plus intéressant en mettant un goutteur paroi fine qui coûte moins cher, turbulent, sur une application frais, où on a beaucoup plus de gouteurs, on arrive à avoir une balance économique plus intéressante, par rapport à une application dite industrielle où on a moins de gouteurs, mais où l'exigence par rapport au goutteur en lui-même est plus élevée, puisque je vous rappelle que les gouteurs,
il y a une ligne de goutteur pour 2 lignes de culture. Donc là, il faut absolument que l'homogénéité soit parfaite, hein, puisqu'on partage la ligne de goutteur entre 2 lignes de culture. Et du coup, on trouve un compromis cette fois-ci qui est acceptable pour l'industrie, qui ne l'était pas pour le frais. Alors là, on vous a présenté les choses simplement, hein, mais il peut y avoir des cas particuliers où on installe un goutteur autorégulant sur une paroi relativement mince. Ça, c'est quand on peut avoir sur l'industrie du frais des très grandes longueurs de ligne ou des très grandes topographies. Donc vous voyez que ces deux mondes-là qu'on a essayé de présenter de façon un petit peu, on les a opposés un peu l'une à l'autre, peuvent aussi se rejoindre dans certains cas de figure, et on peut avoir des produits qui sont un peu mixtes en termes de finesse de paroi et d'autorégulation. Donc, on a abordé le sujet de l'automatisation. On nous demande s'il est bien sûr possible de programmer l'irrigation via une application. Alors, en fait, tout est possible. On vous a montré ici là, le summum, hein, le premium. On peut commencer par des programmateurs qu'on utilise en agriculture de base, hein, les timers, des choses assez simples. On peut aller jusqu'à des programmateurs très sophistiqués qui, effectivement, sont accessibles par le web et donc par un smartphone. Et du coup, on peut tout à fait piloter l'ensemble de son irrigation par des applications smartphone, par des systèmes qui fonctionnent sur Internet et qui permettent l'optimisation justement de la programmation à distance, sans être physiquement sur la parcelle. Est-ce que, alors on nous pose la question, bon, l'étude est-elle obligatoire? Et si oui, combien ça coûte? Quel est le coût d'une étude? Alors, l'étude n'est pas forcément obligatoire. J'ai envie quand même de dire qu'elle devient obligatoire quand on est dans une logique assez complexe de grandes parcelles, de grandes longueurs de ligne et de topographie prononcée. Elle est la seule capable de nous permettre de vérifier finement si la solution technique qu'on a imaginé utiliser fonctionnera réellement grâce à la simulation informatique. Et pour vous rassurer, Netafim France est dans une logique de faire une étude et de la faire gratuitement, pourvu que derrière ça débouche sur un projet, bien sûr, mais l'idée, c'est de pouvoir offrir cette étude pour garantir que notre système d'irrigation va fonctionner, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire, sur le terrain. D'accord. Bon, on nous demande un petit peu les interlocuteurs sur diverses régions de France et l'Alsace-Lorraine, par exemple. On va répondre, donc, si au niveau du questionnaire, posez vos questions, on vous répondra individuellement, puisque si toutes les régions sont concernées. Donc ça, c'est pas un souci, on vous répondra. En ce qui concerne l'arrosage goutte à goutte pour les pommes de terre, est-ce que ça doit être fait tous les jours? Ou faut-il procéder à des ajustements en fonction de la terre et de l'hygrométrie? Ok. Alors, il y a 2 paramètres. Un paramètre, c'est la culture et les besoins que la culture est là en termes d'eau. Ça, c'est lié à la culture en elle-même et aussi à la demande climatique. Ça va nous donner la quantité d'eau qu'on doit apporter en millimètres par jour. Normalement, en période pic d'été, on est sur un apport de 4 mm. Après, l'autre question, c'est comment fractionner, dans combien de fois apporter ces 4 mm. Ça, c'est le sol qui nous le va imposer. C'est-à-dire que le sol, c'est l'éponge, et du coup, c'est le réservoir. Est-ce que si on fait un apport de 20 mm, comme avec l'enrouleur, ça va retenir ces 20 mm dans la zone racinaire qui nous intéresse arroser ou pas? Avec le goutte à goutte, j'ai parlé longuement sur le fractionnement. On peut faire des fractionnements des apports en été, peut-être tous les 2 jours, ou selon le sol, si c'est très léger, tous les jours. Mais normalement, on part sur une base d'une application tous les 2 jours à affiner selon le type de sol. Voilà. Bon, mais très bien. Je crois qu'on est arrivé au bout de notre temps. Okay. De parole. Donc, on espère que cette présentation vous aura été utile. Comme je vous l'ai dit, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction, on va dire, et puis éventuellement, après réflexion, de nous poser les questions que vous souhaitez nous poser, et on y répondra donc par retour, par mail. Et ceux qui veulent avoir accès à la présentation, on vous la fera passer via votre mail également. Donc, on vous remercie tous. Merci beaucoup. On espère que vraiment ça vous a apporté quelque chose et que voilà, qu'on se retrouvera bientôt pour d'autres aventures. Merci beaucoup et à bientôt.